Alors donc, on a notre espace, ça va être là. Corinne va aller chercher vos livres. On va installer le groupe autour de vous. Et alors, puis aussi ici, les gens, il y a beaucoup de gens qui viennent qui ont faim. Et en fait, on se rend compte qu'ils font des rencontres, mais toujours avec des auteurs qui sont loin dans des débats. Là, c'est notre forme. 3 livres qui ont pour moi tous quelque chose à voir avec des fantômes. D'abord, peut-être dire un mot sur pourquoi les fantômes m'intéressent tant, qui a beaucoup à voir avec le livre de Maurice Hollander. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui au moment de la sortie de son livre où il raconte en fait son parcours et de quelle manière se construit un écrivain, un traducteur, quelqu'un qui travaille avec les mots. La raison pour laquelle les fantômes m'ont toujours intéressée, je crois que ça remonte pour moi à l'enfance, au fait que j'ai beaucoup joué aux fantômes. Je me cachais beaucoup derrière les rideaux. Et vous savez, on faisait bouger le rideau en disant « ouh » comme ça. Mais en fait, il m'a fallu des années, mais vraiment des années, pour comprendre d'où venait cette idée que quand on se cache derrière un rideau et qu'un rideau bouge, on évoque un fantôme. Pourquoi cette image et pas autre chose? Et en fait, je l'ai compris en m'intéressant à la pensée juive et tout particulièrement à un rite mortuaire que vous connaissez peut-être. Dans la tradition juive, on enterre les gens dans un linceul. Et au moment où on enterre des gens dans un linceul, on coud le linceul sur eux, sur la personne disparue, juste avant de la mettre en terre. Et en réalité, la tradition des fantômes et des rideaux qui bougent est un renvoi direct à cette imagerie-là. Pourquoi ? Parce qu'un fantôme, c'est quelqu'un, un disparu, à qui on n'a pas fait de couture. Et parce que quelque chose dans son linceul n'a pas été cousu, n'a pas été fini, les fils dépassent, et donc le rideau bouge parce qu'il manque une couture. Et en fait, le fantôme, c'est toujours quelqu'un qui ne peut pas partir parce qu'il y a encore quelque chose de décousu, de trop décousu dans son histoire, qui l'empêche de nous quitter et donc qui nous hante. Et je crois que chacun d'entre nous est hanté, bien évidemment, par des êtres et par des histoires qui s'inscrivent dans une modalité du décousu. Voilà. Il y a bien des histoires juives qui parlent de ça, d'une histoire d'amour qu'a le judaïsme avec le textile. Il y a un mot en yiddish qu'on utilise qui est le shmates. Shmates, c'est le rebut du tissu. C'est tout ce qui reste quand on coud. C'est la fabrique qu'on va utiliser pour le patron et tout ce qui va tomber par terre quand on découpe le tissu. Et c'est devenu une espèce de nom de code pour un business, entre guillemets, qui a été celui des Juifs à travers l'histoire. Vous savez, il y a des très célèbres blagues juives qui racontent ce rapport des Juifs au textile. Il y en a une, par exemple, qui dit, vous savez, un père dit à son fils, maintenant que tu as fait l'ENA et Polytechnique, tu vas pouvoir choisir entre confection pour hommes et confection pour femmes. Et en fait, ce rapport des Juifs sur lequel on plaisante au textile dit en fait quelque chose d'un rapport des Juifs au texte. Vous l'entendez bien, c'est vrai en français, mais c'est vrai dans presque toutes les langues. Le texte et le textile sont la même étymologie. Et c'est vrai dans énormément d'expressions et plein de langues. Par exemple, en anglais, comment est-ce qu'on appelle une intrigue ? Plot, c'est-à-dire une pelote. En fait, la pelote du fil, c'est l'intrigue. En français, on dit qu'une intrigue, elle est cousue de fil blanc. Et c'est vrai dans presque toutes les langues. En hébreu, les parchemins du Talmud, les opus, les traités du Talmud, ils s'appellent Masechet. Et Masechet, c'est l'outil qu'utilise un tisserand pour filer son fil. Donc il y a toujours un lien entre le texte et le textile qui fait que voilà, quand on visite un texte, eh ben, en réalité, on est en train de faire une sorte de travail de tailleur. On est tailleur, littéralement. Et on est toujours dans un travail de surpiquage. Chaque lecteur vient ajouter comme sa touche personnelle. Il y a un célèbre commentateur du Talmud qui s'appelle Rashi, qui vivait au XIe siècle en France, qui est peut-être le plus célèbre commentateur des textes de la tradition juive. Et Rashi, il raconte, et vous pouvez faire l'expérience chez vous, que si la nuit, vous vous promenez dans une bibliothèque et vous tendez l'oreille, eh bien, vous entendrez les livres qui vous parlent. Alors, il faut tendre l'oreille. Voilà, ça marche. Mais Rachid, lui, il est convaincu que si vous tendez l'oreille, eh ben, vous entendrez que les livres vous disent un mot. Il faut bien tendre l'oreille et il faut parler hébreu. Et ce mot, c'est « darsheni ». C'est un mot qui veut dire en hébreu « interprète-moi ». Donc, si vous passez dans une bibliothèque la nuit, je pense que ça marche ici au Salon du Livre. Je ne sais pas si c'est ouvert à minuit. Certains soirs, il faut marcher à minuit dans les rayons. Vous tendez l'oreille et peut-être vous entendrez Darsheni, interprète-moi. Et moi, j'adore l'idée
que les livres nous parlent d'abord, mais j'adore encore plus l'idée que les livres nous disent pas lis-moi, ils nous disent pas lis-moi ou ils nous disent pas comprends-moi, ils nous disent interprète-moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça signifie que un livre, il attend pas de vous que vous y trouviez l'intention de l'auteur. Le livre, il rêve et il vous supplie la nuit que vous l'ouvriez pour que vous y trouviez un sens nouveau, une interprétation qui peut-être n'était pas du tout celle de l'auteur, mais qui va permettre au livre de pouvoir dire beaucoup plus que ce qu'il ne veut dire. Vous connaissez cette distinction entre le pouvoir dire et le vouloir dire. Il y a peut-être ce que l'auteur a voulu dire, mais il y a ce que le livre va pouvoir dire, simplement parce qu'il y a une distance entre le livre, l'écriture et votre oreille, et le fait que vous allez l'entendre et l'interpréter d'une certaine manière. Et j'aime l'idée que c'est le rêve, voilà, le rêve nocturne de ces livres, de ces fantômes dans nos bibliothèques, que de nous inviter à les interpréter autrement.